mais pour coller les affiches. J'étais au cadre actif de propagande. Ah oui, donc dans le groupe j'étais parmi ceux qui allaient, les militants. I was a militant. Qui allaient, du parti rexiste alors. Je vais à la gare Saint-Jean pour m'engager volontairement dans l'armée belge. Et j'arrive à la gare Saint-Jean, je rentre dans la gare, je savais qu'il y avait un bureau, et j'arrive à ce bureau, c'était sur les quais d'ailleurs, et dans le bureau il y avait un officier belge et un officier français. Alors là, je suis tombé des nues une fois plus. Les deux officiers se sont mis à deux pour me convaincre, mais enfin, gamin, vous n'allez même pas prolonger la guerre. On arrive à la frontière, il y avait tous des charrettes, des gens, les bagages et tout ça, et à pied avec des valises et tout ça. Et il y a un employé de mon père qui va vers le poste frontière, qui était peut-être à 1 kilomètre de là, et il revient avec un douanier et un gendarme français. Le gendarme d'un côté et le douanier de l'autre côté. Et je suppose que l'assistant de mon père avait donné de l'argent et on a passé tout de suite. Alors que tous ces malheureux, il y en a qui attendaient depuis 2 jours pour passer la frontière parce que les Français essaient plus ou moins d'endiguer les réfugiés tellement il y en avait. Et je crois que c'est là la première fois de ma vie que j'ai vraiment ressenti la corruption possible. Alors on a passé, etc. Nous sommes arrivés à Amiens. On a logé chez des gens, on a été très gentiment reçus, on a pu se baigner, on a pu prendre un bain. Par contre, en route, pour avoir un verre d'eau du robinet ou de la pluie, il y a des gens qui nous faisaient payer 1 franc ou 2 francs ou 3 francs. Les Allemands vont rentrer dans Bordeaux le lendemain. Et j'étais au port, si on veut, sur les quais de la Garonne. Et de la place des Quinconces, qui est au-dessus des quais, là, je voyais sur les rives, sur les berges de la Garonne, les chars allemands au bord de l'eau. Ils étaient en train de nettoyer. Les soldats avec leur miroir sur le char, en train de se raser, etc. En train de se laver, se raser, etc. Et le lendemain, 9-10 heures, ils rentrent dans Bordeaux, etc. C'est la première fois que tu voyais des troupes allemandes? Oui, oui. J'entendais les conversations, tout ce que j'entendais, quelle armée, c'est pas étonnant qu'on ait été battu, quelle tenue, tous des beaux gars qui disaient, etc. Donc, ils n'en revenaient pas. Et alors, les Parisiens, par exemple, en voulaient aux Bordelais, parce que les Bordelais trouvaient ça formidable, quelle belle armée, et c'est pas étonnant qu'on ait perdu la guerre. Ça se passait juste avant Pâques, à 42, et j'avais déjà en tête de partir en Allemagne. Mais qu'est-ce qui vous attirait alors de l'Allemagne? Mais parce que j'étais un admirateur de Mussolini. J'avais été assez intéressé par les réalisations d'Hitler. Avec la guerre et l'invasion, ça m'avait porté un peu à modifier mon jugement, etc. Parce que vous m'avez tout influencé par l'entourage, etc. Mais après, au fil des jours, avec tout ce que j'avais vu, les officiers français et belges qui n'avaient pas envie de se battre et qui voulaient empêcher même les autres d'aller se battre, l'entrée des troupes, etc., ça portait à réfléchir. Et là-dessus, je me suis dit, je voudrais tout une fois voir si l'Allemagne ressemble à l'idée que je m'en fais. Idéologique, la lutte anticommuniste. Et je suis parti contre le bolchevisme. Et finalement, pour nous, c'était l'armée européenne, puisque nous étions même, je crois, 37 pays. Donc, il n'y avait aucune raison de m'en faire ou de se faire du souci à ce sujet-là. Comme je parlais bien l'allemand et de mieux en mieux, on m'a demandé si je voulais aller travailler chez Felten und Guillaume, c'était une usine. Et là, un détail, un beau jour, ça devait être au mois de juillet août. Je suis appelé pour être traducteur pour les travailleurs français et belges qui étaient là, et également les prisonniers de guerre qui parlaient français. Il y a eu la guerre en Russie. J'avais envie de m'engager à la Waffen-SS. Après, au moment où j'ai songé à m'engager à la Waffen-SS, j'ai été le trouver. Et je dis, voilà, je voudrais bien m'engager à la Waffen-SS. Ah, qu'est-ce que et je dis, j'ai un copain qui voudrait m'accompagner, le même que celui que je dis, pars pas seul en Allemagne, je pars avec toi.
Quand il a su qu'il veut partir, il veut partir avec moi. Il me suivait toujours. Pourtant, il était plus âgé que moi. Mais il ne connaissait pas l'allemand, lui. Et l'officier de police me dit, j'ai justement lu dans les journaux qu'en Belgique, il y a un contingent qui va partir dans l'armée allemande en Russie. Écoutez, vous voulez pas aller voir en Belgique? Oui, mais est-ce que je ne sais pas si je peux obtenir un congé comme ça? J'ai téléphoné à l'usine chez vous, et il a téléphoné à l'usine. Et le lendemain, le surlendemain, mon ingénieur est venu me trouver, il a dit voilà, j'ai reçu un coup de fil du policier Présidium, et on m'a dit que vous vouliez vous engager, et à nous inciter à vous donner un congé pour aller voir en Belgique. Et alors j'ai appris, j'étais au local du parti, rue de Laken, pour m'engager. Et là, j'ai appris qu'il y avait le premier contingent était parti le 8 août. Et alors, on m'a inscrit et on m'a dit, bon, revenez après. J'ai dit, oui, je suis en Allemagne, je travaille en Allemagne, etc. Alors, envoyez-moi une lettre ou un télégramme, etc. Le 15-20 octobre, je reçois un télégramme, je crois, un télégramme ou une lettre, en me disant que je pouvais revenir, que ça allait. Rassembler 10 hommes, 100 hommes ou 1000 hommes, ils ne sont forcément jamais tous de la même qualité. Alors, au départ, il y en avait environ 900 et quelques, mais quelques-uns qui se promenaient avec des grands képis et qui n'avaient pas osé ne pas s'engager, ils ont quitté le train à la première halte à 4 km du départ, à Gaaskerbeek. Bon, que le degré la laissait partir, parce que d'abord, c'est pas des gens très jeunes, et s'ils n'étaient pas très courageux, c'était pas bon pour aller au front, alors. Mais donc, il y avait environ 900 hommes. Mais alors, à Meseritz, déjà, il y en a pas mal qui ont été démobilisés à cause de leur âge, parce qu'il y a même des gens, moi je pense qu'à 50 ans, je serais encore facilement parti, et que j'aurais fait mon boulot. Mais tu as des gens à 50 ans qui nous semblaient des vieillards. Je n'aurais pas exigé d'un vieillard de faire des efforts dont il n'était pas capable. Et alors après, ils sont partis en Russie. Ils ont eu les fameuses marches de 50, 60 km dans la neige, moins 40, moins 50. Alors, énormément de gens qui ont été épuisés là et qui ont donc été évacués. Alors, il y a eu les combats de Gromboya Balka, où il y a eu de nouveau beaucoup de morts, le premier grand carnage, ils sont, hein. Et alors, après ça, les autres qui avaient survécu, parmi eux, il y avait encore des personnes trop âgées pour affronter des situations pareilles. Et ceux-là ont donc été évacués. Et alors, il fallait évidemment renouveler, parce qu'il restait peut-être 300 ou 350. Et c'est alors que notre contingent des jeunes est parti. Moi, je suis parti un mois plus tard. Le contingent plus important, c'était, il y avait 2 compagnies. Les compagnies étaient d'environ 175 hommes. Donc, il pouvait y avoir à peu près 350 pour compléter ou renouveler le bataillon. Et c'est comme ça alors qu'on est parti. Donc, alors, après, ce sont des petits groupes qui sont arrivés. On a appelé ce contingent le contingent des jeunes parce qu'en réalité, il y avait là-dedans un peu moins de la moitié qui venaient des jeunesses rexistes. Hein, comme c'était le premier contingent de tout jeunes qui partait, on a appelé ça le contingent des jeunes. Mais là-dedans, il y avait aussi des gars de 50 ans. Un contingent donc de remplacement qui contenait des jeunes alors? Oui, ça dit qu'il y avait donc des jeunes là-dedans et d'autres. Et nous montions donc pour compléter, pour renforcer la Légion, ceux qui étaient déjà partis. Dans ceux qui étaient partis en premier lieu, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient 40, 45, 50 ans. Et bon, après la première campagne, plus de la moitié ont été, ceux qui n'étaient pas tués, plus de la moitié ont été démobilisés. Plus de la moitié, beaucoup plus que la moitié, ont été démobilisés parce que pour subir tout ce qu'il y avait à subir, ils se sont rendus compte. Et alors, ils ont été démobilisés, donc. Et donc, c'était pour réalimenter le premier contingent. Vous avez été envoyé à un dépôt d'entraînement, Tout au début. Au dépôt d'entraînement d'abord ou directement au bataillon? Non, dépôt d'entraînement. Oui. Alors, lorsque moi je suis revenu d'Allemagne, donc la dernière fois, on avait dit, voilà, écoutez, le prochain contingent ne part pas tout de suite. Engagez-vous dans la garde wallonne en attendant. Et ainsi, vous auriez déjà un entraînement avant de partir. Le 2 ou 3 novembre, on est rentré à la garde wallonne. C'était à Brascade, à l'école de cavalerie. Et là, alors, on a eu un premier entraînement, donc dans la garde wallonne.
Et alors après cet entraînement-là, on est parti en garnison, moi à Namur, d'autres compagnies à Mons, une compagnie à Charleroi, une compagnie à Bruxelles. Et pendant que nous étions à l'entraînement, on venait demander à un moment donné, il fallait des remplaçants pour la Légion déjà. Alors ça commence comme ceci. On demande des cuisiniers pour la Légion. Alors, sur des rangs, à mon adjudant-chef qui me connaissait, mon copain Paul vient directement à côté de moi. Alors, t'es cuisinier, toi? C'est mon métier. Tu as appris la cuisine avec ma mère. Plaisante pas, rentre dans les rangs. Bon, alors, il y en a 2 ou 3 qui se présentent. Il faut des conducteurs de chevaux. Ils se présentent. Alors, tu as appris à faire du cheval, au manège à la foire. C'est sûr que plaisanterie, il fallait bien raconter quelque chose. En fait. Et alors, il y avait des tas d'autres là que tu es fou, t'as engagé à la Légion. Et quelques-uns, donc, qui sont partis comme conducteurs de chevaux, etc. 7 ou 8 en tout. Et alors, après, nous sommes partis donc à Namur, etc. Puis, un beau jour, au mois de février, on est averti que ceux qui veulent partir à la Légion allaient rentrer, recevoir quelques jours de permission parce qu'on allait partir bientôt. C'est pour dire comme on était, on voulait partir. Heureusement, parce que je ne me serais pas parvenu toute ma vie. On est parti à Meseritz alors. Et de Meseritz, on est parti à Regenwurmlager. Meseritz, c'était le Ersatzbataillon. Et il y avait des hommes qui restaient pas longtemps en général. On partait dans d'autres camps d'entraînement. Il y avait Regenwurmlager et alors un peu plus loin, les Pisques. Et je suis retourné après aussi. Voilà. Et comme ça, j'étais content de partir. En fonction de la durée des combats, etc., il y a des jours qui comptaient pour 1, 2, 3 combats rapprochés. Et c'est ainsi que, avec quelques combats rapprochés, on avait la Nahkampfspange en bronze pour 10 combats rapprochés, 25 combats rapprochés, ou pour 75 combats rapprochés. Dans les circonstances les plus dramatiques, j'ai toujours été le plus calme. C'est une réaction naturelle que j'ai toujours eue. C'est pas du courage, la lucidité, je crois. En ayant vécu ce que j'ai traversé, non pas au moment même, mais après à la réflexion, je me suis dit, il y a des tas de gars, tas de copains, qui n'ont jamais, pas plus que moi, cherché ou eu l'occasion de faire des actes d'héroïsme, mais qui rien qu'à vivre jour par jour, heure par heure, tout ce qu'on a eu à traverser, à endurer et à ne pas abandonner, eh bien, ont montré là le plus grand héroïsme qui soit. Et moi, j'aimais bien Tchekhov. C'était un type franc, etc. He was someone sincere, etc. That guy, but. Il savait boire. Hein. Il buvait comme ça 2 bouteilles de vodka. On ne le voyait pas. Hein. Oui, on ne voyait pas qu'il avait bu. Quand on le voyait ivre, c'est qu'il en avait bu plus. Mais alors, l'Iberste a pris le commandement. Avant, c'était Pierre Poli. Oui. Il n'a peut-être pas travaillé avec lui ou sous son commandement, mais sa réputation, elle était comment? Comment est-ce qu'on considère? Voilà ce que moi j'ai appris. That's what I learned. Des copains, etc. Il y avait eu un commandement d'anciens de l'armée belge qui n'avait pas d'autorité. Et alors on a fait appel et Poli est arrivé. Et Poli était aussi un fantaisiste comme ça un peu, mais il a resserré. Non, il avait des défauts, mais il avait l'autorité. Alors même que les anciens me racontaient, ils en bavaient, parce que à ce moment-là, à Gromovaya Balka, il y avait moins 50, et il rassemblait les hommes pendant très longtemps. Alors, ils discutaient avec d'autres, et les hommes étaient en train de geler. Ils avaient la directive, quand ils voyaient le nez ou l'oreille d'un qui commençait à blanchir, de frotter le copain. Dans les rangs, tout le monde devait s'observer. L'autre ne sentait pas que ça arrivait. Lever le drapeau, on pouvait faire en un quart d'heure. Il restait 1 heure dehors, avec moins 50. Il voulait pas en faire trop, donc. Et alors, c'est comme ça qu'il y en a 2, 3 qui sont succédés. Mais
les anciens m'ont dit que Tchekhov avait réussi à rétablir une cohérence parce que après grands mots et les grands froids, etc., et des marches où des pelotons se perdaient pendant une journée ou une nuit dans la steppe avec des températures pareilles et pas de nourriture. Le café dans les gourdes était gelé. C'était du café chaud bouillant dans une gourde. 10 minutes après, c'était un bloc de glace. Mais donc, il avait réussi à rétablir l'autorité. Poli. Et alors, Tchekhov l'a remplacé. Il y en a eu plusieurs. Et alors, finalement, c'est Lippert qui a pris le chose. Lippert était comment ça porte un nom? Il était premier dans l'école militaire, dans sa session donc. Hein. Il était très aimé, non? Les gens aimaient sa personnalité aussi. C'est vraiment, c'est le commandeur qui a été adoré. Vraiment, tout le monde. Donc il avait passé avec le major Hellebaut. Eh bien, Hellebaut l'avait connu à l'école royale militaire. Et ils avaient l'un pour l'autre un très grand respect, une grande amitié, parce qu'ils étaient tous les deux des hommes très bien. Et alors, avant de monter à Tcherkassy, comme si Lippert sentait quelque chose, il a eu des contacts, des correspondances, et il a été le voir, et il avait demandé que si il lui arrivait quelque chose, Hellebaut était disposé à venir le remplacer. Hellebaut, à ce moment-là, était encore dans le camp de prisonniers. Il était à Prenzlau. J'ai encore des lettres à lire. Quand Hellebaut est mort, le chef a envoyé un plénipotentiaire auprès d'Hellebaut dans le camp Prenzlau pour demander s'il ferait ce qu'il avait promis à Lippert. Quand tu dis le chef de Grelle... Oui, de Grelle avait envoyé un autre officier. Et alors Hellebaut avait dit, je n'ai rien promis formellement, mais je vais y réfléchir. Et je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain qu'il a donné sa réponse, oui. Je ne connais qu'un homme politique qui s'est engagé pour combattre lui-même sur le front. Je n'en connais aucun autre. Il n'avait pas peur d'exposer sa vie. Ce n'était pas un militaire de nature, mais il se pliait aux obligations requises d'un militaire. Ça, c'est un chose. Et il n'a pas eu peur depuis une fois d'emmener les hommes au front et passer devant. Hein. Ça c'est arrivé. Hein. Ah oui, parce que finalement, c'était tout de même probablement le seul chef qui est parti et qui est revenu avec nous, mais qui a fait tous les combats. Il a vécu tel un simple soldat, il a combattu, il a porté la mitrailleuse et tout. Là, ça c'est un point sur lequel tous les légionnaires, absolument tous, seront d'accord. Il avait le courage de ses actes et de ses opinions, il avait le courage physique également. Oui, de Grelle, évidemment, il voulait avoir, évidemment, les officiers les plus valables, et pour éviter qu'éventuellement, un général ou un haut gradé allemand ne vienne chapeauter et prendre le commandement de la Légion. C'est ce qui s'est passé aux Flamands, oui, justement. Non? Oui. Alors, ça, par exemple, c'est une chose que beaucoup de camarades flamands nous ont toujours envié, c'est que de Grelle est le seul politicien qui a été jusqu'au bout de ses pensées et qui a monté, au fond, les autres en Belgique. Bon, il y a eu des chefs flamands, mais les grands chefs, pardon. Donc, c'était, comme un peu partout, hein, la politique qui primait. C'était politicien, mais pas l'envergure d'un combattant, quoi. Dans la forêt d'Eclino, en montant, il y avait à un moment donné 3 ou 4 cadavres pendus aux arbres, et il y avait un aumônier là-dedans. Et on leur avait coupé leur partie génitale et on les mis en bouche. Alors c'est dire qu'on savait bien qu'il ne fallait pas tomber vivant aux mains des Russes. Hein. Je vais vous parler de Schönwerder un instant maintenant. Je crois que c'était 2 jours avant de monter à Schönwerder ou la veille. Nous montons en ligne et on croise, je crois, 2 bataillons complets, ce qu'on appelait des Magenbataillons, les bataillons d'estomac. Oui, on appelle ça comme ça, nous. Si tu parles de ça à un ancien allemand, il sait tout de suite ce que c'est. En fait, c'était des malades, probablement, enfin certainement des malades réels, et puis sans doute quelques malades sur papier, protégés par l'un ou l'autre. Et
Et moi, je vois, ça m'a frappé, ces hommes descendent avec un armement complet, des canons de 150, des 105, des 75, des munitions, des charrettes, des camions de munitions, etc. Et les véhicules, c'était à mon avis des véhicules qui étaient destinés à l'Afrique à corps, parce qu'ils étaient peints en beige clair. Et on voit redescendre tous ces hommes. Donc, qui n'avaient probablement pas combattu, je pense, je ne sais pas. Ils étaient tous trop bien habillés encore. Et le lendemain, donc, nous, on demande des volontaires pour faire une contre-attaque sur Schönwerder. Et nous passons à côté des Muniwagen, des petits chariots avec des munitions. Et je me souviens bien, c'était le lieutenant Nortier qui distribuait les munitions. Il y avait quelques hommes qui avaient encore quelques munitions, d'autres n'en avaient pas. Et on nous dit, voilà, il faut faire une contre-attaque sur Schönwerder. La moitié du village est occupée par les Russes et l'autre moitié par nos troupes. Il y avait des Allemands et des Bourguignons. Mais il fallait faire une contre-attaque de distraction par le côté. Et les hommes recevaient 5 cartouches par fusil. Admettons qu'il y en ait qui avaient encore peut-être 5 ou 10 autres cartouches, c'est possible. Moi, pour ma mitraillette, j'avais 2 chargeurs pour mitraillette. Il y avait 2, alors nous étions 18 ou 20, quelque chose par là. Nous n'étions que 5 ou 6 anciens qui étaient déjà montés en ligne, et les autres montaient en ligne la première fois. Et là-dedans, il y en avait plusieurs qui n'avaient jamais reçu d'instruction, même. Il y en avait 2 qui n'avaient pas d'armes. Ils ont reçu les Panzerfaust, chacun un Panzerfaust. Et aucun ne savait s'en servir. Et après, on a constaté qu'ils étaient défectueux. Donc, il faut se rendre compte, une contre-attaque, on monte avec des armes comme ça. Le village était là, il y avait le clocher du village. Moi, je me trouvais devant un bâtiment de ferme où il y avait des petites lucarnes et on regardait pour voir s'il n'y a pas de fusil là-dedans ou de mitrailleuse. Et il y avait une prairie, il y avait quelques petits pruniers de 3-4 mètres de haut. C'était donc au printemps, pas de protection. Et le clocher du village là-bas. Et là, on nous tirait dessus. Et on n'osait pas répondre, parce qu'on n'aurait plus une cartouche pour monter en contre-assaut. Alors là, j'ai cru que c'était le dernier jour. Parce que tant qu'on a des armes, qu'on est armé, qu'on peut se défendre, on peut tout espérer, même un miracle. Alors, on a commencé notre contre-attaque. Il fallait surveiller tous les hommes qui étaient jamais montés en ligne. Et alors, à un moment donné, il y a Abel Delannoy qui était lieutenant, un des jeunesses donc, et qui était lieutenant. Et il me dit, Kaiser, ou Fernand, je ne sais plus, va un peu vite revoir Nortier pour demander des munitions. Parce qu'avant, en quittant les choses, il a dit, on va vous envoyer des munitions, mais rien n'est arrivé. Et derrière moi, il y a un gars, ne bouge pas, moi j'y vais. Et alors à ce moment-là, je me suis souvenu de tous ces 2 bataillons qui descendaient avec tous leurs armements, les munitions et tout. Et nous, pour monter en ligne, et là, je me suis dit, là, c'est du sabotage. Là, c'est de la trahison. Et alors, juste avant de monter en ligne, avant de monter en contre-attaque, il y avait, à la sortie de l'autre village, il y avait 3 canons 88. Et on a envoyé un homme pour demander qu'il démolisse le clocher, parce que leur tour devenait possible. On était presque à égalité, mais de là-haut, tirer sur les hommes qui n'ont pas de ces armes. Et il a été répondu, de la batterie donc, nous n'avons droit qu'à tirer 3 coups par jour, et les 3 coups sont tirés. Alors moi je dis, là on a perdu peut-être 70 ou 80 hommes pour avoir manqué d'un obus. En 1944, lorsque les Alliés ont envahi Bruxelles, beaucoup de gens qui étaient ici, on se doutait qu'il y aurait eu des massacres, et alors beaucoup de gens ont préféré partir pour l'Allemagne avec leurs enfants, etc. Et alors, à ce moment-là, ils sont réunis dans le Hannover, et c'est là à Alfeld qu'il y avait la Genesungskompanie, donc les Ersatzbataillons, où les blessés rentraient après leur convalescence, et où d'autres nouvelles recrues arrivaient, etc. Et alors là, on formait de nouvelles unités. Et quand de nouvelles unités étaient constituées, elles étaient envoyées dans des villages avoisinants, et après ils partaient au front. Et il se fait donc à ce moment-là, il y a eu un gros paquet qui est venu s'ajouter.
Et alors, il y en a beaucoup qui travaillaient en Allemagne, qui se sont aussi engagés. Il y a encore eu des engagements en février 1945. Alors, le recrutement de 1944 semble être venu en grande partie de ceux qui travaillaient en Allemagne, de même que ce qui avait pu, enfin, les gens qui avaient pu être recrutés en Belgique aussi. Oui. Donc, il y avait d'abord tous ceux qui sont repartis de Belgique au moment de l'invasion, donc. Et dans ceux-là, évidemment, il y a des gens, ceux qui étaient dans les jeunesses, qui n'étaient pas partis avant, il y en a beaucoup qui sont engagés. Il y avait les unités des gardes wallonnes, il y avait 4 compagnies ou 5 compagnies, ou 6 compagnies, dont la plus grande partie sont partis en Allemagne. Et dans ceux-là, le plus grand nombre se sont engagés aussi. Et alors, De Grelle allait faire des meetings dans les usines. Et alors là, il y avait de nouveau des gens qui s'engageaient. En 45, ça. En 45. Fin 44 et encore début 45. Et alors, ça, il y a des émissions à la télé à ce sujet-là. Et les gens étaient terriblement étonnés d'apprendre que même à ce moment-là, il y avait encore tant de gens qui s'engageaient volontairement.